L'odeur m'a frappé en premier. Un mélange âcre de marque de café et de quelque chose de vaguement pourri, l'odeur de la négligence domestique. J'étais dans l'appartement de mon fils, Marc. Mon appartement, techniquement. Celui que mon mari, Henri, et moi avions acheté comme investissement il y a des décennies. Je le laissais y vivre pour un loyer dérisoire. Une aide, pensions-nous. Un filet de sécurité. Il partait en vacances. 2 semaines en Italie. Sylvie, sa femme, avait insisté pour que je vienne aider à faire un peu de tri, avant leur départ. Ce qui, dans son langage, signifiait faire le ménage qu'elle n'avait pas le temps de faire. J'étais venue avec mes produits de nettoyage dans un sac en toile, comme une domestique engagée pour la journée. J'avais 78 ans. La poubelle de la cuisine était pleine à ras-bord. C'est ce qui sentait. Je l'ai sorti avec un soupir résigné. Le sac en plastique noir était fin et bon marché, tendu au point de rupture. En le nouant, mon pouce a traversé le film fragile. Un coin de carton rigide a éraflé ma peau. C'était un coin familier. Le coin d'un de mes albums photos. Mon cœur a fait une embardée. Pas une accélération de panique, non. C'était plus comme si un poids lourd s'était soudainement déplacé dans ma poitrine, me coupant le souffle. J'ai posé le sac sur le sol carrelé et froid. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. Lentement, j'ai tiré sur la déchirure, l'agrandissant avec un soin chirurgical. Et là, sous une peau de banane noircie et des filtres à café humide, je l'ai vu. L'album en velours bleu. Celui des premières années de Marc. Sa première dent, son premier pas, son premier vélo. Chaque photo était légendée de ma propre écriture, l'encre légèrement estompée par le temps. À côté, l'album en simili-cuir rouge. Mon mariage avec Henri. Nos parents, jeunes et pleins d'espoir, nous regardant avec fierté. Nos vies intieres, documentais, célebreis, preserveis. Il y en avait d'autres. L'album brun avec les photos de vacances. Celui, plus petit, blanc, avec les photos de mes propres parents. Des visages qui n'existaient plus que sur ce papier glacé. Des sourires figés dans le temps. Des moments qui constituaient la trame de mon existence. Tout était là. Dans la poubelle. Je me suis redressée. J'ai regardé autour de moi dans l'appartement. Il était décoré dans ce style minimaliste que Sylvie affectionnait. Des murs blancs. Des meubles gris sans âme. Et sur l'étagère du salon, là où mes albums avaient toujours été rangés, il y avait maintenant une seule orchidée blanche dans un pot en céramique. Une plante en plastique, ai-je réalisé. Parfaitement stérile. Parfaitement vide. Marc est entré dans la cuisine à ce moment-là, un téléphone pressé contre son oreille. Il m'a fait un signe de tête distrait. Oui, on décolle à 20h. Non, maman est là, elle nous aide à ranger. Il a baissé le téléphone. Maman, tu as sorti les poubelles? Super, merci. Ma voix était un murmure. Marc. Les photos. Il a froncé les sourcils, son attention encore à moitié tournée vers sa conversation. Les photos? Quelles photos? J'ai montré le sac éventré sur le sol. Mes photos. Nos photos. Pourquoi sont-elles dans la poubelle? Il a finalement regardé. Un éclair d'agacement a traversé son visage, pas de culpabilité. De l'agacement. Oh, ça. Écoute, maman, on avait besoin de place. Sylvie a réaménagé l'étagère. C'est plus épuré maintenant, non? Épure. Le mot est resté suspendu dans l'air. Ils avaient épuré ma vie. Sylvie est arrivée derrière lui, séchant ses mains sur un torchon. Elle a vu où je regardais. Son visage s'est durci. Hélène, ce ne sont que de vieilles choses qui prenaient la poussière. Personne ne les regarde jamais. En plus, tout est numérique maintenant. Il faut vivre avec son temps. Vivre avec son temps. Mon temps était dans cette poubelle. Le visage de ma mère, morte d'un cancer quand j'avais 30 ans. Le sourire d'Henri le jour de notre mariage, un homme que Marc avait à peine connu, mais dont il portait le nom. Ces choses n'existaient pas numériquement. Elles existaient dans mes mains, dans le grain du papier, dans l'odeur de la vieille colle. Je n'ai rien dit. J'ai regardé mon fils. L'homme que j'avais mis au monde. L'homme dont j'avais documenté chaque réussite, chaque égratignure, chaque sourire. Il regardait l'heure sur son téléphone. Mon existence, mon histoire, était un inconvénient. Un désordre à nettoyer. On avait besoin de place, a-t-il répété, comme si cela expliquait tout. Comme si c'était une justification suffisante pour effacer une vie. J'ai hoché la tête. Lentament. J'ai compris. Pas avec colère. Pas avec des larmes. Avec une clarté soudaine,
froide et absolue. Une clarté qui s'est installée dans mes os. C'était comme si une fenêtre sale avait été nettoyée, révélant un paysage désolé mais vrai. Je n'étais pas sa mère. J'étais un meuble. Une ressource. Et mes souvenirs étaient du désordre. Tu as raison, ai-je dit. Ma voix était calme. Atonement stable. Vous avez besoin de place. J'ai pris mon sac en toile. J'ai laissé mes produits de nettoyage sur le comptoir. Je suis passé à côté d'eux, sans un regard. Je suis sorti de l'appartement, j'ai descendu les 3 étages et je me suis retrouvé dans la rue. Le bruit de la circulation était assourdissant. Je me sentais strangemente elgre. Vidi. Je ne suis pas rentré directement chez moi. J'ai marché. J'ai marché pendant des heures, sans but, laissant la ville tourbillonner autour de moi. Les visages des passants étaient des taches floues. Leurs conversations, un bruit de fond indistinct. Dans ma tête, il y avait un grand silence. Un silence qui faisait écho au vide sur cette étagère. Quand je suis finalement arrivé devant mon propre immeuble, la nuit était tombée. J'ai monté les escaliers jusqu'à mon petit appartement, celui où j'avais vécu avec Henri. Il était rempli de nos affaires. Des vraies choses. Des livres que nous avions lus, un fauteuil en velours usé où il s'asseyait, une horloge comtoise dont le tic-tac avait rythmé 50 ans de ma vie. Ce n'était pas épuré. C'était plein. Plein de vie. Plein de souvenirs. Je suis allé dans la cuisine et j'ai mis de l'eau à bouillir. Le geste était automatique, réconfortant. J'ai préparé une tasse de thé noir, fort, sans sucre. Je l'ai tenu dans mes mains, sentant la chaleur se propager dans mes doigts. Sur le buffet, il y avait une seule photo encadrée. Henri et moi, jeunes, sur une plage en Normandie. Je l'ai regardé longuement. La douleur est arrivée à ce moment-là. Une vague sourde et profonde. Ce n'était pas la perte des photos elles-mêmes. C'était la facilité avec laquelle elles avaient été jetées. La pensée inexistante derrière l'acte. J'avais passé ma vie à faire de la place pour Marc. De la place dans mon corps, dans ma maison, dans mon cœur, dans mon emploi du temps, dans mon budget. Et en retour, il n'avait même pas pu me faire une petite place sur une étagère. J'ai bu mon thé. Le liquide chaud était une encre dans la tempête de mes pensées. Le tic-tac de l'horloge était régulier. Stable. Un battement de cœur dans la maison silencieuse. Et avec ce son, une nouvelle pensée a émergé, tout aussi claire et froide que la prise de conscience dans la cuisine de Marc. C'est fini. Fini de faire semblant. Fini d'attendre la reconnaissance, l'affection, le respect de base. Fini d'être une commodité. Fini de me rendre petite pour ne pas les déranger. Ils avaient besoin de place. Je pouvais leur en donner. Tout l'espace du monde. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. Je n'avais pas vraiment dormi. J'avais passé la nuit assise dans le fauteuil en velours, à écouter le silence. Le soleil se levait, peignant le ciel de teintes grises et roses. Je me sentais calme. Resolute. J'ai pris une feuille de papier et un stylo. J'ai commencé une liste. C'était une habitude que j'avais héritée de ma mère. Faire des listes pour organiser le chaos. 1. Appeler Maître Dubois. 2. Contacter la banque. 3. Trouver une agence immobilière. La liste était courte. Simple. Chaque point était une étape vers quelque chose de nouveau. Une libération. Maître Dubois était le notaire d'Henri. Un homme plus jeune, qui avait repris l'étude de son père. Je l'ai appelé à 9 heures précises. Sa secrétaire m'a donné un rendez-vous pour l'après-midi même. Une urgence ? A-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Une clarification. Son bureau sentait le papier et le café fort. C'était une odeur rassurante de professionnalisme. Maître Dubois m'a écouté sans m'interrompre. J'ai tout expliqué. Pas l'histoire des photos. Pas l'aspect émotionnel. Juste les faits. Je suis propriétaire d'un appartement au 12, rue des Lilas. Mon fils, Marc Fournier, y réside en tant que locataire avec un bail verbal et un loyer bien en dessous du marché. Je souhaite vendre ce bien. Immédiatement. Il a ajusté ses lunettes. Madame Fournier, c'est une décision importante. Votre fils, est-il au courant ? Il sera mis au courant par les voies légales appropriées, ai-je dit. Je ne souhaite avoir aucune conversation directe avec lui à ce sujet. Je veux que tout soit géré par vous et par l'agence immobilière. Il a hoché la tête, son visage impénétrable. Très bien. Il a des droits en tant que locataire, même sans bail écrit. Il aura la priorité pour acheter le bien. Et il faudra respecter un préavis. Je doute qu'il ait les moyens de l'acheter, ai-je répondu sans détour.
Quant au préavis, qu'il soit le plus court que la loi autorise. Nous avons parlé pendant 1 heure. J'ai aussi demandé des informations sur la modification de mon testament. Sur la révocation de la procuration que j'avais donnée à Marc des années auparavant, quand j'avais été hospitalisé pour une opération du genou. Je démantelais, pièce par pièce, le filet de sécurité que j'avais tissé autour de lui. Je reprenais mes biens. Ma vie. En sortant de son bureau, le soleil de l'après-midi était chaud sur mon visage. Je me sentais plus droite. Plus solide. L'étape suivante était la banque. J'y suis allée à pied. La directrice de l'agence me connaissait depuis des années. J'ai expliqué que je voulais fermer le compte joint que j'avais avec Marc. C'était un petit compte, que j'alimentais pour les urgences. Je me suis rendu compte que la seule urgence, c'était la sienne. J'ai fait virer le solde restant sur mon compte personnel. J'ai aussi retiré son accès à mes comptes d'épargne. La jeune femme au guichet n'a posé aucune question. Elle a simplement exécuté mes instructions avec une efficacité tranquille. La dernière étape était l'agence immobilière. J'en ai choisi une dans mon quartier, une petite agence avec une vitrine bien entretenue. L'agent était une femme d'une 50aine d'années, dynamique et directe. Elle a écouté ma demande. Elle connaissait bien l'immeuble. C'est un excellent bien, Madame Fournier. Il partira vite. C'est ce que je souhaite, ai-je dit. Nous avons signé le mandat de vente. Elle m'a dit qu'elle ferait passer un photographe le lendemain et que le panneau « à vendre » serait posé dans la journée. Je suis rentrée chez moi. La liste sur la table de la cuisine était complète. 3 points. 3 ratures. J'ai préparé un dîner simple. Une omelette aux herbes et une salade. J'ai mangé en silence, au son du tic-tac de l'horloge. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas seule. Je me sentais simplement, moi. Entière. Le téléphone a commencé à sonner 3 jours plus tard. Marc et Sylvie devaient être arrivés en Italie. J'ai regardé le nom s'afficher sur l'écran de mon téléphone. Marc. J'ai laissé sonner. La messagerie s'est enclenchée. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai écouté le message. Maman. C'est Marc. Apparemment, un voisin nous a envoyé une photo. Il y a un panneau, à vendre, sur la façade de l'immeuble. C'est une erreur, n'est-ce pas? Une sorte de blague? Rappelle-moi. C'est ridicule. Sa voix était irritée. Pas inquiète. Irritée. L'indignation de quelqu'un dont le confort est menacé. J'ai effacé le message. Je n'ai pas rappelé. 1 heure plus tard, un nouveau message. Sylvie, cette fois. Sa voix était tranchante comme du verre brisé. Hélène, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais c'est de très mauvais goût. Vous nous gâchez nos vacances. Marc est très contrarié. Vous devez appeler cette agence immédiatement et leur dire de retirer ce panneau. C'est notre maison. Notre maison. Sur mon titre de propriété. J'ai effacé le message. Les appels et les messages ont continué pendant des jours. Un barrage de confusion, puis de colère, puis de supplications malsaines. Ils ont essayé de me manipuler, de me faire culpabiliser. Après tout ce qu'on a fait pour toi, que avait-il fait pour moi? M'inviter à des dîners de Noël où l'on me disait de ne pas apporter ma fameuse tarte aux pommes parce que les enfants n'aiment pas les desserts de grand-mère? M'appeler uniquement quand ils avaient besoin de babysitting ou d'un prêt. Je n'ai répondu à aucun message. Je les écoutais, froidement, comme une scientifique étudiant des spécimens. Leurs paroles ne faisaient que confirmer la justesse de ma décision. Ils ne comprenaient pas. Ils ne voyaient même pas le lien. Pas une seule fois ils n'ont mentionné les photos. Pas une seule fois ils n'ont demandé si j'allais bien. Leur seule préoccupation était la menace qui pesait sur leur logement confortable et bon marché. Pendant ce temps, la vie continuait. L'agence organisait des visites. Je recevais des comptes rendus par email. Mon monde se rétrécissait à mon appartement, à mes promenades solitaires et à mes livres. C'était un monde paisible. Un après-midi, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas. C'était ma petite fille, Chloé. La fille de Marc, issue de son premier mariage. Une jeune femme de 22 ans que je voyais rarement, car Sylvie faisait tout pour maintenir une distance. J'ai ouvert la porte. Elle avait l'air inquiète. « Grand-mère? Est-ce que je peux entrer ?» Je me suis écartée pour la laisser passer. Elle a regardé autour d'elle dans le salon. Ses yeux se sont posés sur les murs, là où il y avait autrefois des photos de Marc enfant. J'avais tout enlevé. Pas par colère. Juste pour créer un espace neutre. Un espace pour moi. Papa m'a appelé, a-t-elle dit doucement. Il est furieux.
Il m'a dit que tu vendais leur appartement. J'ai hoché la tête. C'est exact. Elle s'est assise sur le bord du canapé. Elle était nerveuse. Il m'a aussi dit pourquoi. Il a dit que c'était à cause d'albums photos. Le silence s'est installé entre nous. Le tic-tac de l'horloge semblait plus fort que jamais. C'est vrai, a-t-elle murmuré. Je me suis assise en face d'elle, dans le fauteuil d'Henri. Ils ont jeté toutes mes photos, Chloé. Toutes. Mon mariage, ton père bébé, mes parents. Tout. Pour faire de la place pour une plante en plastique. Des larmes ont rempli les yeux de Chloé. De braies larmes. Oh, grand-mère. Je suis tellement désolée. C'est monstrueux. Et pour la première fois, j'ai senti mes propres larmes monter. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de soulagement. Quelqu'un comprenait. Quelqu'un voyait. La validation dans sa voix était un baume sur une blessure que je ne savais même pas aussi profonde. Nous avons parlé pendant longtemps. Je lui ai raconté des histoires sur les photos. Sur son arrière-grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. Sur son grand-père Henri. Elle a écouté avec une attention avide. Elle avait soif de ces souvenirs que son père avait jugés sans valeur. « Je comprends pourquoi tu fais ça », a-t-elle dit en partant. « C'est triste, mais je comprends. Ils t'ont effacé. Alors tu les effaces de ta vie. C'est logique. » Sa visite m'a changé. Elle a brisé la coquille de solitude que j'avais construite autour de moi. La semaine suivante, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort d'Henri. Je me suis inscrite à un club de lecture à la bibliothèque du quartier. J'y ai rencontré Élise. Une veuve comme moi, avec un esprit vif et un humour pince sans rire. Nous nous sommes liés d'amitié autour de notre amour pour les romans policiers et le thé Earl Grey. Elle ne m'a pas posé de questions sur ma famille. Elle m'a acceptée comme j'étais. Une femme qui commençait un nouveau chapitre. L'appartement de Marc s'est vendu en moins d'un mois. Une offre au prix demandé, d'un jeune couple qui attendait son premier enfant. J'ai signé les papiers chez Maître Dubois. Le chèque de banque que j'ai reçu représentait une somme considérable. C'était le fruit du travail de toute une vie, la mienne et celle d'Henri. Maître Dubois a envoyé la notification officielle à Marc. Il avait 6 mois pour quitter les lieux, conformément à la loi. La confrontation était inévitable. Ils sont revenus d'Italie et sont venus directement chez moi. Je les ai vus arriver de ma fenêtre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attendu la sonnerie. Quand j'ai ouvert la porte, le visage de Marc était rouge de fureur. Sylvie se tenait derrière lui, les bras croisés, un masque de mépris sur le visage. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a crié Marc. Il n'a même pas attendu d'être à l'intérieur. « Nous jeter à la rue ? Ta propre famille ? » « Je ne vous jette pas à la rue, » ai-je répondu calmement. « Je vous donne ce que vous vouliez. De la place. » Ma tranquillité semblait le rendre encore plus fou. « C'est à cause de ces stupides photos, n'est-ce pas ? Tu détruis notre vie pour une boîte de vieux papiers ? C'est de la folie. Tu deviens sénile. » Ces vieux papiers étaient ma vie, Marc. Mon histoire. L'histoire que je voulais te transmettre. En les jetant, vous m'avez dit clairement que ni cette histoire ni moi n'avions de valeur à vos yeux. J'ai simplement accepté votre évaluation. Sylvie s'est avancée. Vous êtes incroyablement égoïste et manipulatrice. Vous faites ça pour nous punir. Non, Sylvie. Ce n'est pas une punition. C'est une conséquence. Vous avez posé un acte. J'en ai posé un autre. L'appartement est mon bien. Je choisis de le vendre. Vous êtes des adultes. Vous trouverez un autre endroit où vivre. Un endroit que vous pourrez décorer comme vous le souhaitez, sans que mes souvenirs encombrent vos étagères. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée sur le seuil de ma porte, une barrière invisible mais infranchissable entre mon monde et le leur. Ils ont vu dans mes yeux que c'était fini. Il n'y avait plus de prise. Plus de culpabilité à exploiter. Marc semblait se dégonfler. La colère a laissé place à une sorte de panique désemparée. Mais, où est-ce qu'on va aller ? La question d'un enfant, pas d'un homme de 50 ans. Ce n'est plus mon problème, Marc, ai-je dit doucement. Vous êtes grand maintenant. Et j'ai refermé la porte. Pas claqué. Juste fermé. Le clic du verrou a été l'un des sons les plus satisfaisants que j'ai jamais entendus. Les mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction silencieuse. J'ai vu Chloé régulièrement. Nous sommes allés dans un magasin spécialisé et avons acheté du matériel pour préserver les quelques vieilles photos que j'avais encore, celles qui n'étaient pas dans les albums. Nous avons passé un samedi après-midi à l'escanneur, créant des copies numériques. Pour vivre avec son temps,
ai-je dit avec un sourire ironique. Chloé a ri. J'ai utilisé une partie de l'argent de la vente pour créer un fonds en fiducie pour elle. Pour ses études, pour l'aider à démarrer dans la vie. J'ai fait un don important à un refuge pour femmes locales, au nom de ma mère. Le reste, je l'ai placé, m'assurant une vieillesse confortable, sans dépendre de personne. Mon testament a été réécrit. Chloé était ma seule héritière. J'ai ajouté une clause spécifique, expliquant que Marc avait déjà reçu sa part de l'héritage sous la forme de décennies de soutien financier et de logements subventionnés. Maître Dubois a appelé cela une clause à toute épreuve. Marc et Sylvie ont déménagé. J'ai appris par Chloé qu'ils avaient loué un petit appartement en banlieue, beaucoup plus cher et moins pratique. Leur niveau de vie avait baissé. Je n'ai ressenti ni joie ni pitié. Juste un détachement distant. C'était le résultat de leur propre choix. Un jour, 6 mois après leur départ, j'ai reçu une lettre. L'écriture de Marc sur l'enveloppe était presque méconnaissable. Je l'ai laissée sur la table du vestibule pendant plusieurs jours avant de me décider à l'ouvrir. C'était une lettre d'excuse. Pas une excuse pour avoir perdu l'appartement. Une excuse pour les photos. Il écrivait qu'il n'avait compris que des mois plus tard. Qu'en rangeant leurs propres affaires pour le déménagement, il était tombé sur un carton de ses vieux dessins d'enfants. Sylvie avait voulu les jeter. Et il s'était battu pour les garder. Et c'est à ce moment-là, disait-il, qu'il avait compris. Il avait compris ce que c'était que de voir un morceau de son passé traité comme un déchet. Il écrivait qu'il était désolé. Vraiment désolé. Il ne demandait rien. Il voulait juste que je le sache. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Les mots semblaient sincères. Une graine de quelque chose de vrai. Mais une graine ne fait pas un jardin. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir de mon bureau. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais ce serait à mes conditions. Selon mon calendrier. La porte n'était plus verrouillée. Mais elle n'était pas grande ouverte non plus. Elle était simplement entr'ouverte, attendant de voir si la lumière qui filtrait à travers était réelle ou juste un reflet passager. Aujourd'hui, ma vie est calme. Mon appartement est mon sanctuaire. Le fauteuil en velours est toujours là. L'horloge comptoise rythme mes journées paisibles. Je bois mon thé le matin, en regardant le soleil se lever. Je lis mes livres. Je déjeune avec Élise une fois par semaine. Je vois Chloé tous les dimanches. Sur le buffet, à côté de la photo d'Henri, il y a maintenant une nouvelle photo. Une photo de Chloé et moi, prise dans un parc il y a quelques semaines. Nous rions toutes les deux. C'est une photo qui regarde vers l'avenir. Je ne suis pas une femme amère. Je ne suis pas une femme vengeresse. Je suis une femme qui a appris la valeur de l'espace. L'espace sur une étagère. L'espace dans une maison. L'espace dans une vie. Et j'ai appris que personne n'a le droit de remplir votre espace avec son mépris, ni de vider votre espace de vos souvenirs. Mon histoire n'est pas une tragédie. C'est une histoire de comptabilité. Un bilan a été fait. Les comptes ont été soldés. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je me sens riche. Non pas de l'argent à la banque, mais de la paix dans mon cœur. C'est une richesse qu'aucun locataire ne pourra jamais me prendre. La vie avec Henri avait été un duo. Après sa mort, j'étais devenu un satellite, en orbite autour de la vie de mon fils, une planète de plus en plus froide et distante. J'attendais ses appels. Je vivais pour les rares invitations. Mon humeur dépendait de la chaleur ou de la froideur de sa voix, de l'accueil de Sylvie. Mon existence était conditionnelle, définie par leur validation. L'incident des photos n'a pas été un simple affront. Ce fut un événement cosmologique. Il a brisé ma vieille orbite. Pendant quelques jours, j'ai dérivé dans le vide, dans le froid silence de l'espace. Puis, lentement, j'ai commencé à établir ma propre gravité. Je suis devenu mon propre soleil. La transition n'a pas été facile. Il y a eu des nuits de doute. Des moments où la solitude pesait lourdement. L'habitude de se soucier de Marc était profondément ancrée. Chaque fois que le téléphone sonnait, un reste d'instinct maternel espérait que ce soit lui, appelant pour dire qu'il avait besoin de moi. Mais j'ai appris à reconnaître cette voix pour ce qu'elle était, l'écho d'une vie passée. Mon amitié avec Élise a été une bouée de sauvetage. Nos conversations n'étaient jamais centrées sur nos pertes. Nous ne passions pas notre temps à nous plaindre de nos enfants ou de nos maux. Nous parlions de l'intrigue du dernier livre que nous avions lu, de la meilleure façon de tailler les rosiers, de la politique locale. Nous parlions du présent. Élise m'a réappris à habiter le moment présent, un espace que j'avais abandonné depuis longtemps, trop occupé à ressasser le passé ou à m'inquiéter pour l'avenir de Marc. Un jour, Élise m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Nous parlions de nos maisons. Elle disait,
ma maison est comme une vieille amie. Elle connaît toutes mes habitudes. Elle ne me juge pas si je laisse la vaisselle dans l'évier. Elle garde mes secrets et protège mes rêves. J'ai réalisé que je n'avais jamais ressenti cela pour mon propre appartement. Il avait toujours été défini par les autres. C'était la maison d'Henri et Hélène. Puis, c'était la maison de la mère de Marc. Maintenant, enfin, c'était la maison d'Hélène. J'ai commencé à y apporter de petits changements. J'ai repeint le mur du salon d'un bleu-vert apaisant que j'avais toujours aimé, mais qu'Henri trouvait trop audacieux. J'ai acheté un nouveau fauteuil de lecture, confortable et moderne, et je l'ai placé près de la fenêtre pour avoir la meilleure lumière. J'ai remplacé les vieux rideaux lourds par des voilages légers qui laissaient entrer la lumière. Chaque changement était une affirmation. C'était moi, imprimant ma propre identité sur mon espace. La maison respirait différemment. Elle semblait plus légère, plus heureuse. Et moi aussi. La relation avec Chloé s'est approfondie. Elle n'était pas un substitut pour Marc. Elle était sa propre personne, une âme brillante et sensible. Elle m'a initié à la technologie, m'a montré comment utiliser une tablette pour lire les journaux et regarder des documentaires. Elle m'a fait écouter sa musique, et à ma grande surprise, j'ai aimé certains morceaux. Elle, de son côté, était fascinée par mon passé. Elle voulait savoir comment j'avais rencontré Henri, à quoi ressemblait la vie pendant la guerre, comment on cuisinait sans micro-ondes. Nos conversations étaient un pont entre les générations. Nous apprenions l'une de l'autre. Un dimanche, elle m'a aidé à trier une vieille malle remplie de lettres. Des lettres que mes parents s'étaient écrites, des lettres d'Henri quand il était au service militaire. En lisant ces mots d'amour et de désir, Chloé m'a regardée avec des yeux émerveillés. « Vous avez eu une si grande histoire d'amour, grand-mère. » « Oui, » ai-je répondu. Je l'avais presque oublié. C'était vrai. En me concentrant sur la relation décevante avec mon fils, j'avais laissé la poussière s'accumuler sur les trésors de ma propre vie. En jetant mes photos, Marc et Sylvie m'avaient, sans le vouloir, forcé à faire mon propre tri. À jeter ce qui n'avait plus de valeur et à redécouvrir ce qui était précieux. Le temps a passé. Le choc initial de la vente de l'appartement s'est estompé. La vie a trouvé un nouveau rythme. J'ai appris que Marc et Sylvie avaient eu du mal à s'adapter. Leur nouveau loyer consommait une grande partie de leurs revenus. Ils avaient dû renoncer à leurs vacances annuelles à l'étranger, à leurs dîners fréquents au restaurant. La réalité économique, dont je les avais protégés pendant si longtemps, les avait rattrapés. Parfois, une pointe de culpabilité essayait de s'insinuer. Étais-je allée trop loin? Aurais-je dû être plus indulgente? Mais ensuite, je me souvenais de l'odeur de la poubelle, du regard agacé de mon fils, du mot épuré. Et je savais que j'avais fait le seul choix possible pour préserver ma propre dignité. La pitié est un luxe que l'on ne peut s'offrir quand on se bat pour sa propre survie émotionnelle. La lettre de Marc est restée dans le tiroir. Je n'étais pas prête. Le pardon, ai-je réalisé, n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est un chemin que l'on parcourt. Et je n'avais pas encore envie de m'y engager. J'appréciais trop le paysage de ma nouvelle indépendance. Puis, pour mon 79e anniversaire, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un petit paquet est arrivé par la poste. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait un album photo numérique. Un petit écran qui affichait un diaporama de photos. Je l'ai allumé. Et j'ai vu défiler des centaines de photos. Des photos que je n'avais jamais vues. Marc avait dû contacter toute la famille élargie, les vieux amis, les cousins éloignés. Il avait rassemblé des photos de moi enfant, de mes parents jeunes, de mon mariage, de mes premières années avec Henri. Des photos de lui, bébé, prises par d'autres. Il avait reconstitué une partie de ce qu'il avait détruit. La dernière image du diaporama était une photo de la lettre qu'il m'avait écrite, avec une simple note en dessous, « Je suis désolée, maman. Pour toujours. » Je suis restée assise avec l'album numérique sur mes genoux pendant un long moment. Les larmes coulaient sur mes joues. Cette fois, c'étaient des larmes complexes. Un mélange de tristesse pour tout ce qui avait été perdu, de gratitude pour ce geste, et d'une nouvelle sorte de paix. C'était un début. Un vrai début. Pas une tentative de récupérer un appartement, mais une tentative de réparer une relation. J'ai pris mon téléphone. J'ai cherché son numéro. Mon doigt a hésité au-dessus de la touche d'appel. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je voulais? Je voulais lui dire merci. Je voulais lui dire que son geste me touchait. Mais je voulais aussi qu'il sache que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Que la confiance, une fois brisée si profondément, ne se recolle pas comme une assiette cassée. Les fissures restent visibles. Finalement, j'ai décidé de ne pas appeler.
J'ai pris une carte de correspondance. J'ai écrit 3 phrases. Cher Marc, j'ai bien reçu ton cadeau. Merci. C'était une belle attention. Helene. Je n'ai pas signé « Maman ». C'était un choix délibéré. J'étais Hélène. Une personne à part entière. La maternité était une partie de moi, mais elle ne me définissait plus entièrement. J'ai posté la lettre. Et j'ai ressenti un sentiment de clôture. Le bilan n'était plus seulement soldé. Un nouveau livre comptable avait été ouvert. Un livre avec des pages blanches, où une nouvelle histoire, plus honnête, pourrait peut-être s'écrire. Ou pas. L'important, c'est que c'était désormais moi qui tenais le stylo. Ma vie continue, rythmée par le tic-tac rassurant de l'horloge comptoise. C'est une vie simple, mais elle est à moi. Chaque tasse de thé, chaque page tournée, chaque conversation avec Chloé ou Élise est un trésor. Mes souvenirs ne sont plus relégués dans des albums qui prennent la poussière. Je les porte en moi. Ils ne sont pas un fardeau. Ils sont mes fondations. L'appartement du 12, rue des Lilas, a de nouveaux habitants. Une nouvelle famille y crée ses propres souvenirs. Parfois, en passant devant, je jette un coup d'œil à leurs fenêtres illuminées. Je ne ressens aucune nostalgie. Juste la satisfaction tranquille d'avoir transformé une fin en un commencement. Mon fils a jeté mes photos pour faire de la place. Il a réussi. Il a fait de la place en moi pour que je puisse enfin me retrouver. Et c'est un cadeau, aussi étrange et douloureux soit-il, pour lequel je suis, à ma manière, reconnaissante. Je n'ai plus peur du silence. Avant, le silence était un vide à combler, une absence. C'était l'attente d'un téléphone qui ne sonnait pas. Maintenant, le silence est un espace plein. Il est rempli de mes propres pensées, de la musique que je choisis, du murmure des pages d'un livre. Il est fertile. J'ai recommencé à cuisiner. Pas les grands repas familiaux que je préparais autrefois, mais des plats simples, pour moi seul. Je redécouvre les saveurs. Je prends le temps de dresser joliment mon assiette. Manger seul n'est plus un signe de solitude, mais un acte d'amour-propre. Je me nourris, au sens propre comme au figuré. La lettre de remerciement que j'ai envoyée à Marc a eu un effet inattendu. Il n'a pas essayé de forcer le contact. Il a respecté ma distance. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une autre lettre. Plus courte. Il me racontait une anecdote de son travail, me parlait d'un film qu'il avait vu et qu'il pensait que j'aimerais. C'était une conversation, pas une demande. J'ai commencé à lui répondre, de temps en temps. Nos lettres sont devenues un échange épistolaire prudent. Nous ne parlions pas du passé. Nous ne parlions pas de Sylvie, ni de l'appartement. Nous parlions de choses impersonnelles. De livres. De jardinage. De l'actualité. C'était comme apprendre à connaître un étranger. D'une certaine manière, c'est ce qu'il était devenu. Et c'est ce que j'étais devenue pour lui. Chloé agit comme un pont fragile entre nos deux mondes. Elle me raconte de petites choses sur son père. Qu'il a commencé à cultiver des tomates sur son balcon. Qu'il a adopté un chat dans un refuge. Des détails qui dessinent le portrait d'un homme qui change, lentement. Elle lui raconte des choses sur moi. Que j'ai gagné le concours de la meilleure confiture de la bibliothèque. Que j'ai prévu un petit voyage en Normandie avec Élise. Je sais que Sylvie n'approuve pas ce nouvel arrangement. Pour elle, j'imagine que je reste la méchante belle-mère qui les a privés de leur confort. Je l'entends presque dire, elle te manipule encore avec ses lettres. Mais Marc ne semble plus l'écouter de la même manière. Peut-être qu'en perdant la sécurité matérielle que je lui offrais, il a gagné une forme d'indépendance d'esprit. L'argent de la vente de l'appartement est resté presque intact. Je vis de ma petite retraite. L'argent est une sécurité, pas un but. C'est la preuve tangible de ma liberté. La liberté de dire non. La liberté de choisir. La liberté de ne dépendre que de moi-même. C'est la plus grande richesse. L'autre jour, en me promenant, je suis passée devant une brocante. Sur un étal, il y avait une boîte remplie de vieilles photos en noir et blanc. Des inconnus. Des mariages, des baptêmes, des vacances d'une autre époque. Des visages anonymes dont les histoires étaient perdues. J'ai senti une pointe de tristesse. Chaque photo était un univers. L'homme qui tenait le stand m'a vu regarder. 10 centimes la photo, madame. Prenez un souvenir qui n'est pas le vôtre. J'ai souri. J'ai choisi une photo. Une femme élégante, assise sur un banc dans un parc, un livre à la main. Elle avait un air de contentement paisible. Elle me ressemblait un peu, ou du moins, à la femme que je voulais être. Je l'ai achetée. Je l'ai ramenée à la maison et je l'ai placée dans un petit cadre sur mon bureau. C'est un rappel. Un rappel que toutes les histoires méritent d'être préservées.
Surtout la sienne. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être que Marc et moi nous retrouverons un jour autour d'un café. Peut-être pas. Je n'ai plus d'attente. J'accueille chaque jour comme il vient. Je sais qui je suis. Je suis Hélène Fournier. Je suis une mère, une grand-mère, une amie. Je suis une lectrice, une cuisinière, une jardinière amatrice. Je suis la gardienne de mes propres souvenirs. Et mon espace, qu'il soit sur une étagère ou dans mon cœur, est précieux. Il n'est plus à vendre. Il n'est plus à donner. Il est simplement à moi. Et c'est plus que suffisant. C'est tout.